En 1980, un couple de tueurs commet une série de meurtres d'une grande cruauté sur le Sunset Strip de Los Angeles. Ces personnes n'avaient aucun respect pour la vie humaine. C'étaient de véritables monstres. Douglas Clark et Carol Bundy n'obéissent qu'à leurs pulsions les plus morbides et laissent derrière chacun de leur passage une traînée de sang. C'était le couple des enfers, le cauchemar de tout un chacun. Qu'est-ce qui a bien pu donner vie à cette frénésie meurtrière? Elle a eu une vie horrible, dominée par les maltraitances, à commencer par son père. Clark et Bundy étaient-ils des tueurs nés? Le jour, le Sunset Strip voit passer le beau monde de Los Angeles. Mais à la nuit tombée, il se transforme en un lieu totalement différent. Vous savez, la nuit, le strip dévoile un tout autre visage. Mais il en a toujours été ainsi à Hollywood. En tant que jeune flic, j'ai traité un grand nombre d'affaires de mœurs. Il faut dire que la prostitution était monnaie courante dans le quartier. C'est son côté sombre. Mais cette noirceur connaît son apogée lors de l'été 1980, lorsqu'un tueur pose ses valises dans la Cité des Anges. La série noire a débuté par la découverte des corps de deux sœurs dans le nord-est de Los Angeles. Les corps de deux jeunes femmes ont été découverts en bordure de l'autoroute. Et ce ne sont que les premiers. Le corps d'une femme abattue d'une balle dans la tête a été découvert dans la ville de Glendale. Des prostituées sont enlevées sur le Sunset Strip avant d'être assassinées et abandonnées dans les rues et les collines avoisinantes. Un homme qui chassait des crotales a soulevé un matelas et a découvert son corps. Les filles du Sunset Strip ont commencé à avoir très peur. Elles se demandaient quand le tueur frapperait de nouveau. Alors que le nombre de victimes continue d'augmenter, le meurtrier est surnommé le tueur de Sunset. Un tueur apparemment capable de tout, dont les pires atrocités. Une autre jeune femme a été tuée et décapitée. Son corps a été abandonné derrière un restaurant. C'était horrible. On était face à un tueur de la pire espèce, car il avait laissé le corps et emporté la tête avec lui. C'était digne d'un film d'horreur. La ville entière avait peur. En juillet, déjà 6 femmes ont été retrouvées mortes. Mais les enquêteurs n'ont aucune piste quant à l'identité de l'assassin. C'était la confusion totale. Nous n'avions jamais eu d'affaire de cette ampleur. Et c'est grâce à un crime apparemment sans rapport que la vérité aussi extraordinaire qu'inattendue va éclater. Jusqu'alors, les victimes étaient toutes des fugueuses ou des prostituées. Mais les choses étaient sur le point de changer. Jack Murray est un chanteur de country australien venu chercher gloire et fortune à Hollywood. Jack et moi, nous nous sommes rencontrés au Téléthon de Jerry Lewis. La production recherchait des bénévoles pour répondre au téléphone et prendre les dons. Alors je me suis portée volontaire. Avec Jack, nous avons parlé pendant des heures et à chaque fois que je prenais une pause, on se retrouvait pour discuter. À la fin du Téléthon, il m'a proposé d'aller prendre le petit déjeuner. J'ai volontiers accepté. Et 10 jours plus tard, on se mariait à Las Vegas. Jack Murray avait le profil classique de l'artiste venu à Los Angeles et qui ne réussira jamais à s'imposer dans le show business. Les rêves de célébrité de Jack Murray ne se réaliseront jamais. Cependant, il aura un petit aperçu de la gloire dans un bar de North Hollywood, le Little Nashville. Mon mari aimait ses adoratrices, qu'elles se jettent à son cou quand elles le voyaient. Il avait un ego surdimensionné.
Mais en août 1980, Jack Murray disparaît après son tour de chant. Quand il avait trop bu, il avait l'habitude de s'écrouler et de passer la nuit dans son van. Et il rentrait à la maison le lendemain matin. Mais ce jour-là, il n'est pas revenu, donc je me suis rendue au commissariat pour signaler sa disparition. Cette nuit-là, Jack a été aperçu au club en compagnie d'une habituée, une jeune infirmière de 37 ans, Carol Bundy. Jack a été vu pour la dernière fois avec Carol à l'heure de la fermeture. Elle avait les cheveux châtains. C'était une femme un peu ronde. En fait, elle me faisait penser à une petite souris. Elle était plutôt petite et portait des lunettes au verre grossissant car elle souffrait d'une myopie très importante. Plusieurs jours après sa disparition, la police apprend que le van de Jack a été repéré à 2 pâtés de maison du bar où lui et Carol ont été vus ensemble pour la dernière fois. Des habitants du voisinage se sont plaints d'une odeur provenant de l'intérieur du van. Janet Murray reçoit la nouvelle qu'elle redoutait tant. Ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé le van et à ma question « Est-ce qu'il est mort ?», ils ont répondu oui. J'ai demandé si je devais me rendre à la morgue pour l'identification du corps et on m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Les enquêteurs avaient une bonne raison pour ça. Il avait été décapité. Et sa tête avait disparu. On ne m'a pas demandé de procéder à l'identification car il n'y avait rien à identifier. Jack Murray a reçu des balles, des coups de couteau, a été mutilé et décapité. Il semble avoir été victime d'un meurtrier ultra-violent. Beaucoup de colis étaient livrés chez nous à cette époque. Mais à compter de ce jour, je n'en ai plus accepté aucun. J'étais tout simplement terrifiée à l'idée d'ouvrir un carton contenant sa tête à l'intérieur. Étant la dernière personne vue en compagnie de Jack, Carol Bundy est interrogée par la police. Elle est accompagnée de son petit ami, Doug Clark. Le comportement étrange du couple attire l'attention des policiers. On ignorait tous d'eux, sauf qu'ils étaient des témoins. Mais ils ne faisaient pas bonne impression, et particulièrement Doug. Rien ne reliait Doug et Carol au meurtre. Mais le fait que Doug transpire abondamment pendant l'interrogatoire a en quelque sorte éveillé les soupçons des policiers. 2 jours après la découverte du corps de Jack Murray, Carol Bundy retourne à l'hôpital avec une histoire des plus choquantes. Elle est arrivée pour prendre son service à 7 heures ce jour-là et elle a raconté quelque chose d'assez terrifiant. Bundy raconte à ses collègues des histoires de mutilation et d'assassinat. Elle se tenait au milieu de ses collègues abasourdis et leur a raconté ce qui s'était passé. Les infirmières ont appelé la police, qui est arrivée toute sirène hurlante avant d'encercler le bâtiment. Mais Carol a réussi à s'échapper et à rentrer chez elle. La police a investi les lieux et a ouvert son casier. Tout le monde craignait que la tête y soit cachée. Carol ne se trouvant pas à l'hôpital, les policiers se rendent alors chez elle où ils vont être confrontés à une révélation inattendue. Le 11 août 1980, nous sommes venus dans cet immeuble où vivaient Doug Clark et Carol Bundy. Les policiers ont frappé à leur porte et Carol leur a ouvert, tenant des sous-vêtements qui, d'après ses dires, appartenaient à l'une des victimes de Doug. Carol prétend avoir tué Jack Murray et que c'est son petit ami Doug Clark qui se cache derrière le masque du tueur de Sunset.
Le niveau de perversité atteint par le couple sidère les enquêteurs. En 1980, Carol Bundy et son petit ami Douglas Clark sont arrêtés pour une série de meurtres ignobles qui a semé la panique sur le célèbre Sunset Strip de Los Angeles. Bundy révèle aux policiers les détails horribles de la mort violente d'au moins 6 jeunes femmes et d'un homme. Mais qui est vraiment ce couple de tueurs? Et comment cette folie a-t-elle débuté? Carol rencontre Douglas Clark en 1979 au bar du Little Nashville, où se produisait leur future victime, Jack Murray. J'avais rencontré Doug au Little Nashville. C'était un homme sympathique et charmant. Doug était un beau parleur, à l'attitude très raffinée. Jeune, Douglas a eu une vie faite de privilèges. Son père était dans la Navy et la famille voyageait beaucoup. Il a vécu pendant quelque temps sur l'atoll de Kwajalein, puis en Inde. Ensuite, ses parents l'ont envoyé dans un pensionnat en Suisse. Il a fréquenté l'école internationale de Genève. L'enfance de Carol Bundy est radicalement différente. Carol est née Carol Mary Peters. Elle a eu une enfance absolument tragique. Son père était un alcoolique violent. Sa mère avait un problème de boisson également. Elle battait Carol, et lorsque celle-ci a eu 9 ans, sa mère l'a rejetée. Elle l'a mise à la porte de la maison, lui refusant tout accès et lui disant qu'elle n'était plus sa petite fille. La mère de Carol est morte lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans et son père l'a contrainte à jouer la femme de la maison, c'est-à-dire s'occuper de la maison, préparer les repas et toutes les autres tâches généralement prises en charge par les mères de famille. Mais les exigences du père ne se limitent pas aux tâches ménagères. Il l'obligeait à le rejoindre au lit et elle est devenue une sorte d'objet sexuel. Alors que la jeune Carol Bundy se voit imposer le rôle de femme au foyer, Douglas Clark, lui, profite pleinement de son adolescence. Il connaît ses premières expériences sexuelles lors de son séjour à Genève. Les jeunes femmes étaient ravies de sortir avec un jeune Américain qui possédait une formidable collection de disques ainsi qu'une bonne réserve de whisky américain. Clark se considérait comme le roi des aventures d'une nuit. Il parlait français, s'amusait à citer Shakespeare. C'était un beau parleur de qui émanait un grand raffinement. Mais tout le monde ne tombe pas sous le charme de Clark. Certains le trouvent même étrange. Un jour, Clark s'est jeté sur une jeune femme et a essayé de l'embrasser. Elle racontera plus tard qu'elle n'avait jamais oublié son regard pénétrant, comme s'il regardait à travers elle. Carol Bundy grandit, mais sa vie reste aussi tragique. C'était une petite fille adorable, mais avec l'âge, elle est devenue fade. C'était une adolescente au physique ingrat et rondouillard, et qui avait une petite sœur beaucoup plus jolie. Carol se met à voler et adopte des mœurs légères. Elle avait une forte poitrine et a rapidement compris que cela constituait un bon appât pour les garçons. Elle fréquentait aussi des hommes plus vieux, mais ne se prostituait pas. En revanche, elle prenait de l'argent aux hommes avec qui elle couchait. La nature ne l'avait pas franchement gâtée. Elle souffrait d'un surpoids, n'avait aucun charme. Sa mauvaise vue la forçait à porter des lunettes aux verres très épais. Il était très dur pour elle de trouver l'amour. Alors elle a décidé d'adopter des mœurs très légères. Douglas Clark aussi semble développer un comportement sexuel malsain. Alors qu'il est selon toute vraisemblance renvoyé de son école à Genève, sa famille l'envoie dans un établissement privé très sélect aux États-Unis. C'est alors qu'il se met à dissimuler des magnétophones dans sa chambre.
Il avait le profil type du voyeur. Il séduisait des jeunes femmes et enregistrait leurs ébats sur cassette audio pour ensuite les faire écouter à ses camarades. Très jeune, il a adopté des pratiques sexuelles en tout genre, qui n'étaient ni morales, ni souhaitables. Doug passait son temps à se vanter de ses exploits sexuels, et face à une personne aussi vantarde, il est légitime de se demander ce qu'elle cherche vraiment à dissimuler. Malgré des conditions d'études privilégiées, Doug Clark gâche son potentiel et finit par se trouver un poste de technicien de chaudière dans une fabrique de savon à Los Angeles. N'ayant pas de logement, il jette son dévolu sur des femmes d'âge mûr dans des bars de country susceptibles de lui offrir un lit pour la nuit. Et c'est au Little Nashville qu'il rencontre Carol Bundy. Carol avait du mal à sympathiser avec les gens, sans doute à cause de la piètre opinion qu'elle avait d'elle-même. Elle ne pouvait pas faire confiance aux autres et estimait qu'elle n'avait rien d'assez bien à offrir aux hommes. Elle n'était pas attirante. Elle était bien plus vieille que Clark. Sa jeunesse avait été marquée par les sévices que lui infligeait son père. Elle multipliait les relations violentes. Aussi, lorsqu'elle a rencontré Clark, elle a tout fait pour qu'il la remarque. Et tous ses faits et gestes étaient destinés à plaire à Doug. Il m'a dit un jour qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait un tel succès auprès des femmes, car il n'était pas si bien membré que ça, pour le citer. Aucun homme qui l'avait fréquenté ne l'appréciait. Ils le détestaient tous. Les seules personnes qui aimaient vraiment Doug étaient des femmes isolées socialement. C'était un type très bizarre. Il tirait avantage de son charme, de son attitude séductrice, de son côté flatteur et de son apparente sophistication pour impressionner les femmes qui n'avaient jamais rencontré ce type d'homme jusqu'alors. Doug Clark trouve une place dans le lit de Carol Bundy et il commence à partager ses fantasmes sexuels avec elle. Elle était sexuellement très attirée par lui. Mais à un certain moment de leur relation, il lui a dit qu'elle ne le satisfaisait plus complètement et qu'il devait expérimenter d'autres choses, qu'il devait aller un peu plus loin. Doug lui a fait part de son fantasme d'enlever et de séquestrer une jeune femme dans un donjon pour en faire son esclave sexuelle. Et Carol a accepté de faire de ce fantasme une réalité. Clark considérait Bundy comme un élément dont il pouvait se servir pour arriver à ses fins et assouvir ses besoins. Elle était complètement manipulée. Il la maltraitait en lui répétant sans cesse qu'elle faisait les choses de travers et qu'il en avait assez d'elle. Carol s'est retrouvée dans une sorte de spirale infernale. Clark la dénigrait sans cesse. Elle multipliait les efforts pour le satisfaire, mais ce n'était jamais assez. Alors le petit manège recommençait, sempiternellement. Alors que les deux amants sont placés en garde à vue comme suspects dans les meurtres du Sunset Strip, Carol Bundy révèle aux enquêteurs comment leurs sombres fantasmes ont pris une dimension bien réelle. Leur histoire débute 2 mois plus tôt, en juin, avec la disparition de 2 adolescentes. Gina Marano, 15 ans, et sa demi-sœur Cynthia Chandler, 16 ans, sont des fugueuses invétérées et ont basculé depuis peu dans la prostitution. Pour gagner suffisamment de quoi vivre, la plus âgée, Cindy, se prostituait. La plus jeune restait hors de ça, mais elle était toujours avec sa sœur. Leurs parents étaient partis à leur recherche la nuit où leurs corps ont été découverts. Cela faisait plusieurs jours qu'ils les cherchaient. Le 12 juin, les 2 adolescentes sont découvertes en bordure d'autoroute, le visage caché dans les broussailles. Toutes 2 ont reçu une balle dans la tête et Cindy a également reçu une balle dans la poitrine. D'après leur tenue vestimentaire,
Il semble qu'une dimension nécrophile s'ajoutait au tableau d'ensemble. La combinaison rose que portait Cindy était déchirée sur toute la longueur. Et d'après l'un des enquêteurs, si la jeune fille avait été en vie, il n'aurait pas été utile de lui retirer son vêtement de la sorte. Carol Bundy prétend que c'est après qu'elle a découvert des vêtements ensanglantés dans sa voiture que Doug Clark lui a confessé les crimes. Il raconte qu'il a fait monter les jeunes filles dans sa voiture quelque part sur le strip. Elles étaient assises à un arrêt de bus et faisaient du stop. Il voulait qu'elles lui fassent une fellation, mais elles ont refusé. D'après lui, elles ont tenté de lui piquer son argent, ce qui l'a mis en colère. Puis, il aurait fini par convaincre la blonde, Cindy. Et alors qu'elle avait la tête sur ses genoux, il s'est retourné pour abattre sa sœur, Gina, d'une balle dans la tête. Ce geste a évidemment effrayé Cindy, qui s'est redressée. Il l'a abattue à son tour, puis il est allé déposer leur corps dans un garage qu'il possédait dans la vallée de San Fernando, à Burbank. Là, il a fait subir au corps tout un tas de choses monstrueuses, avant de les balancer dans la nature pour qu'ils soient découverts. Il apparaît donc clairement qu'il satisfaisait ses fantasmes nécrophiles avec et sans Carol. Mais si le couple semble partager tous ses fantasmes, Carol a néanmoins quelques réserves. Le 14 juin, elle passe un appel anonyme aux policiers chargés d'enquêter sur les meurtres de Cynthia et Gina, mais une erreur du standard coupe accidentellement la communication. Elle ne rappellera pas. Les enquêteurs découvriront plus tard que si Bundy a d'abord essayé de dénoncer Clark, elle est ensuite passée à un autre extrême en s'impliquant dans les activités récréatives insensées de son ami. Doug Clark partait à la recherche de prostituées. Carol profitait de son apparence de mère américaine moyenne pour rassurer les filles et les convaincre de monter. Les filles montaient en voiture, sereines et contentes d'avoir trouvé un client. Mais malheureusement, l'histoire finissait mal. Son truc à lui, c'était de se faire faire une fellation avant de tirer une balle dans la tête des filles. C'est complètement fou. Mais Doug Clark aimait ça. Il avait un comportement déviant. Il est normal dans la vie de vouloir profiter au maximum, et Clark aimait ce qu'il faisait. Il n'avait absolument aucune honte à adopter une telle attitude, et sa technique était plutôt rodée, car Bundy l'aidait à attirer ses victimes. Mais il n'en avait jamais assez, il en voulait toujours plus. Mais servir d'appât ne suffit plus à Carol Bundy. Et bientôt, elle décidera de participer pleinement à la mise à mort des jeunes femmes. En 1980, Doug Clark assassine deux demi-sœurs, Cynthia Chandler et Gina Merano. Il avoue le double meurtre à sa petite amie Carol Bundy, dont la première réaction est d'appeler la police. Mais elle change rapidement d'avis. Le choc de cette révélation s'envole et Carol Bundy pousse le fantasme de Clark encore plus loin et joue un rôle actif dans les meurtres à venir. Le 20 juin, Carol Bundy s'apprête à commettre son premier crime. Le duo assassin se rend sur le strip où il interpelle une prostituée qui se fait appeler Cathy. Carol a décrit Cathy comme étant une jolie jeune fille blonde et serviable d'environ 17 ans. Elle a d'abord hésité à monter dans la voiture, puis à sauter le pas. Carol était assise à l'arrière, dissimulant un pistolet, tandis que Doug était installé à l'avant, avec Cathy. Assise à l'arrière, Carol devait informer Doug Clark de sa volonté de tuer elle-même la jeune fille grâce à un signal. La situation a dégénéré et finalement, c'est Doug qui a abattu Cathy. Ils ont continué à rouler pendant que Carol essayait de déshabiller la jeune fille.
Plus tard, elle déclarera même que c'était un vrai calvaire que de retirer ses vêtements à une fille morte. Le comportement déviant de Clark s'intensifie. Et c'est son désir de mettre en scène ses fantasmes les plus noirs qui conduira à la mort de Karen Jones et d'Exie Wilson. Le drame suivant concerne deux prostituées venues d'Arkansas à Los Angeles pour travailler sur le strip. Elles s'étaient retrouvées chez Connie, une petite gargote où l'on sert des hamburgers sur le boulevard. Alors que le soleil se lève à peine ce 23 juin, le corps de la prostituée Karen Jones, 24 ans, est retrouvé derrière un restaurant. C'est dans la ville de Glendale que l'on découvre le cadavre d'une femme tuée d'une balle dans la tête et qui sera plus tard identifiée comme Karen Jones. Karen avait abandonné ses études. Elle avait bénéficié d'une bourse pour étudier à l'université, mais une grossesse imprévue l'a contrainte à abandonner l'école et elle a basculé dans la prostitution pour subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune fils. Plus tard, lors de cette même matinée, le policier Leroy Orozco est appelé dans une ruelle de Studio City. Là, il découvre une scène de crime d'une sauvagerie inouïe. Les employés du restaurant étaient arrivés tôt et l'un d'eux est allé sortir les poubelles. C'est là qu'il a vu le corps. Mais la tête de la jeune femme a disparu des lieux. On a multiplié les allers-retours, informant tous les policiers, fouillant toutes les poubelles, dans l'espoir de retrouver la tête de la victime. On a envoyé ces empreintes au FBI et on a découvert qu'il s'agissait d'une certaine Exie Wilson de Little Rock. Elle avait été arrêtée à de nombreuses reprises pour prostitution. Toutefois, il faudra à la police 4 jours et une découverte macabre avant de prendre conscience de la cruauté sans limite du tueur. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, un homme tombe sur un coffre en bois dans une ruelle longeant son immeuble. C'est ici. Il s'est approché, espérant sans doute trouver des objets de valeur à l'intérieur. Mais en l'ouvrant, il a eu la désagréable surprise de constater que quelque chose de dur était enveloppé dans du tissu. Et en retirant le tissu, il a découvert une tête. La tête d'Exie Wilson est retrouvée dans un coffre en bois décoré. Lorsque le médecin légiste est arrivé sur place, il a placé un thermomètre au niveau de la gorge pour tenter de déterminer l'heure approximative du décès en fonction de la température ambiante. Et il a dit « cette tête est congelée ». Les révélations de Carol Bundy révèlent la perversion dans laquelle Clark et elle ont sombré. Elle explique que cette fois-là, Clark avait décidé de sortir seul. Doug rôdait en voiture quand il a aperçu Exie. Il l'a invité à monter, mais elle l'a envoyé promener, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. Exie et Karen Jones étaient ensemble et Clark a eu du mal à les séparer. Finalement, Exie s'est résigné et est monté avec lui en voiture. Il trouvait que c'était une fille malpolie et vulgaire. Et aux yeux de Doug, ces deux défauts étaient plus que suffisants pour signer son arrêt de mort. Une fois dans la voiture, il lui a fait faire ce qu'il désirait avant de lui tirer une balle dans la tête. Clark a emmené le corps d'Exie de l'autre côté des collines d'Hollywood. Et sur un parking, il a sorti ce qu'il appelle le sac mortuaire du coffre de sa voiture. Un sac en papier contenant des serviettes en papier, des gants en caoutchouc, des couteaux à désosser et du désinfectant. C'est là qu'il décapite Exie. C'est en déposant la tête d'Exie dans le coffre de sa voiture que le doute l'assaille.
Karen Jones serait-elle capable de l'identifier? Elle était en compagnie d'Exy lorsqu'il les a abordés. Il retrouve Karen et la fait monter dans sa voiture sans difficulté. Et il la tue. Il lui tire une balle dans la tête et fait rouler son corps hors de la voiture avant de repartir en trombe. On retrouvera son corps dans le caniveau le lendemain. Et Doug conserve un trophée de ses meurtres nocturnes. Doug a rapporté la tête d'Exy chez lui. La stupéfaction des enquêteurs atteint son paroxysme lorsqu'ils apprennent ce que Doug faisait avec la tête d'Exy Wilson. Loin d'être dégoûtée par l'infâme trophée rapporté par son compagnon, Carol est excitée par la perspective de se joindre à lui dans ses actes pervers. Il conserve la tête pendant plusieurs jours dans le congélateur. Carol maquillait la tête d'Exy tous les matins avant que Doug n'aille prendre sa douche avec, l'utilisant comme accessoire pour se masturber. Cela va au-delà de l'imaginable. La première fois qu'elle m'a raconté ça, j'ai refusé de la croire. Je n'imaginais pas qu'une telle chose puisse être possible. Qui donc pouvait commettre un tel acte? Trancher une tête n'est pas si facile que ça en a l'air, et la rapporter chez soi et la maquiller, c'est totalement absurde. Ce comportement relève de la psychose. Lorsque j'ai interrogé Carol, je lui ai demandé « Combien de temps avez-vous gardé la tête ?» Elle a répondu « Oh, quelques jours ». J'ai dit « Vous semblez avoir apprécié ». Bien sûr, c'était vraiment génial, et ça faisait plaisir à Doug. Je lui ai demandé « Pourquoi vous en êtes-vous débarrassé alors ?» Et Carol, fidèle à elle-même, a répondu « Leroy, vous n'imaginez pas comme c'est compliqué de mettre du rouge à lèvres sur un visage congelé. » Plus un être commet de crimes, plus son comportement devient déviant. Et quelque chose qui semble impensable à une personne saine d'esprit devient normal pour le malade. Pour lui, il n'y a rien de choquant à se comporter ainsi. Carol permet à la police de relier Clark au meurtre non élucidé d'une autre femme. Les chasseurs de serpents partis vadrouiller dans les montagnes ont découvert le corps momifié d'une jeune femme. C'était une jeune fugueuse de 17 ans, originaire de Sacramento, qui se livrait à la prostitution, Marnette Comer. Voici l'endroit où était retrouvé le corps de Marnette Comer. La zone était jonchée de vieux matelas et de vieux meubles. Le corps était là depuis environ 3 semaines, quand on l'a découvert en août. La chaleur avait accéléré la décomposition. Cependant, on a réussi à retrouver une balle fichée dans son crâne. Balle qui correspondait à l'arme utilisée pour les autres meurtres. Clark a dit à Carol qu'il avait éventré Marnette, car il voulait qu'elle pourrisse rapidement. Le corps d'une autre jeune femme non identifiée est bientôt découvert dans les environs d'Hollywood. Mais pourquoi le chanteur de country Jack Murray est-il mort? Un meurtre que Carol prétend avoir commis seule. Carol a rencontré Jack 1 an et demi auparavant lorsqu'elle a emménagé avec ses 2 enfants dans un nouvel appartement. Carol a fait son apparition lorsque Jack était responsable de la résidence Valerio Gardens. Elle cherchait un endroit où s'installer avec ses 2 petits garçons. Très vite, Carol est attirée par Jack, responsable de la maintenance dans l'immeuble, et elle déploie des efforts considérables pour attirer son attention. Elle faisait preuve d'imagination. Elle n'hésitait pas à enfoncer une culotte de son fils dans le tuyau d'écoulement pour boucher l'évier et faire venir Jack. Quand il arrivait et démontait le tuyau, il lui montrait le sous-vêtement et elle jouait les ingénues disant « Ah, c'est mon fils qui a dû le mettre là !» alors que c'était elle qui avait agi de la sorte pour le faire venir chez elle. Carol n'avait pas de tabou. Elle faisait l'amour avec qui voulait bien d'elle et ne tournait pas autour du pot. Elle était du genre à aller voir un homme pour lui dire clairement ce qu'elle voulait.
Carol et Murray ont une relation, mais lui semble avoir quelques arrière-pensées. Jack était un peu escroc. Il profitait de Carol Bundy et ne s'en cachait pas auprès de ses amis. Il disait qu'elle était une formidable amante et c'était bien tout ce qui l'intéressait, ça et son argent. Carol avait loué un coffre pour eux à la banque et Jack avait allègrement pioché dedans. Lors de son interrogatoire, Carol révèle aux enquêteurs que Doug avait toujours voulu qu'une femme soit prête à tuer pour lui. Au début de leur relation, Doug a dit à Carol qu'il aimerait qu'une femme soit prête à tuer pour lui. Cette idée excitait Carol. Elle pensait qu'en agissant selon les désirs de Doug, elle parviendrait à se faire aimer de lui. Et c'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'il l'aime, parce que c'était la seule chose qui pouvait lui donner une identité. Sans lui, elle n'était personne. C'est la soif de plaire à son homme qui conduit Carol à perpétrer l'exécution brutale de Jack Murray. Doug détestait Jack de tout son être, car il le considérait comme un rival volant l'argent et l'attention de Carol. Doug a demandé à Carol de tuer son ancien amant, Jack Murray. Elle l'a donc tué et décapité, ce qui aux yeux de Doug prouvait que c'était bien lui qu'elle aimait et non Jack. Elle rentre chez elle et dit à Doug, « Jack est avec moi ». Doug voit rouge et commence à crier, mais elle lui apporte le sac contenant la tête dans la cuisine et tous deux éclatent de rire. Cette tête n'était rien d'autre qu'une preuve de son amour pour Doug. Carol n'est pas juste une complice obéissante. C'est une femme capable non seulement de commettre un meurtre, mais aussi de décapiter sa victime. Décapiter une personne, c'est la priver de son identité. La tête, c'est l'identité d'un être humain. Donc, Jack avait disparu de la surface de la Terre pour de bon, dans la réalité comme dans l'imagination. Un jour, elle a déclaré que tuer était amusant. Elle le pensait vraiment. C'était une chose qu'elle aimait faire et elle pensait que ça la rapprochait de Doug. Pendant toute la durée de sa garde à vue, Doug dément avec fermeté les allégations lancées à son encontre par sa petite amie. Il va même jusqu'à déclarer que ce sont en fait Carol et Jack les véritables meurtriers. Lors de son interrogatoire, Doug n'a jamais cessé de clamer son innocence. Selon ses dires, lui n'avait jamais rien fait de mal, et c'était Carol et Jack Murray les assassins. Carol aurait tué Jack de peur que celui-ci n'aille se livrer à la police. Clark n'a jamais changé de version depuis les faits. C'est-à-dire depuis 33 ans, maintenant. Cependant, une preuve accablante de la culpabilité de Clark va bientôt être mise au jour. En 1980, le couple funeste formé par Douglas Clark et Carol Bundy, surnommés les tueurs de Sunset, est arrêté pour meurtre. Dès leur arrestation, Carol décide de tout déballer, alors que Clark maintient catégoriquement qu'il est innocent. Cependant, la fouille du lieu de travail de Clark va permettre aux enquêteurs de placer la dernière pièce de ce puzzle sordide. La police n'arrivait pas à mettre la main sur les pistolets. Ils n'étaient ni dans l'appartement, ni dans les voitures. On a donc pensé à son lieu de travail. Nous avons contacté le gérant de l'usine pour l'informer de notre volonté d'obtenir un mandat de perquisition. La police souhaitait fouiller l'usine, mais le gérant ne se réjouissait pas de devoir fermer le temps des recherches. Le gérant a donc ordonné à ses employés de fouiller les lieux avant que nous ayons le mandat. Et dans l'escalier qui permettait d'accéder à la salle des machines, l'un d'eux a remarqué qu'une brique du mur était un peu lâche. Il a pris une échelle pour regarder et il a découvert un petit sac à main qui contenait les deux pistolets que Doug et Carol surnommaient les joujoux et qui avaient servi à tuer leurs victimes. L'affaire semble bouclée, mais Douglas Clark compte bien se battre jusqu'au bout.
Au tribunal, Doug continue de nier son implication dans ces crimes et sort le grand jeu face aux juges et aux jurés. C'était vraiment étrange, car lorsqu'il était au tribunal, Douglas calquait son comportement sur celui du procureur. Il portait un costume très élégant et adoptait un langage digne d'un procureur. Il a souhaité assurer sa défense lui-même, ce qui n'était rien d'autre qu'une preuve d'arrogance et de narcissisme. Il savait pertinemment que la police avait de quoi l'accabler, mais il voulait faire le spectacle. Un homme qui assure sa propre défense devient l'avocat d'un imbécile. Mais la façade s'effrite peu à peu et ses efforts pour se dépeindre comme un honnête citoyen ne serviront à rien. Il est devenu fou. Il a envoyé la table valdinguer d'un coup de pied avant de se mettre à hurler des obscénités au juge. Pour lui, le tribunal n'est rien d'autre qu'une scène où il joue sa dernière représentation. Il veut montrer son génie au monde entier. Tout est calculé d'avance. En 1983, Doug Clark est condamné à la peine de mort. Il est incarcéré en Californie où il attend d'être exécuté. Grâce à son témoignage contre Clark, Carol Bundy a pu éviter la peine de mort et a été condamnée à la prison à vie. L'histoire de Doug Clark et de Carol Bundy restera gravée dans la mémoire de ceux qui les ont connus. À l'hôpital, tout le monde était sous le choc. Apprendre que l'on a travaillé aux côtés d'un tel monstre laisse des traces. J'aurais pu être l'une de ses victimes. J'imagine que si elle m'avait proposé un rendez-vous organisé avec l'un de ses amis, j'aurais très probablement accepté. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Doug Clark et Carol Bundy à faire de leur fantasme une réalité? Le crime était-il inscrit dans leur gène? Je ne pense pas que Carol était une mauvaise personne. Mais c'est Doug et toutes les épreuves qu'elle a traversées qui ont fait d'elle un monstre. Au vu de son parcours, Carol Bundy aurait de toute façon connu une fin de vie tragique. Elle serait devenue une femme battue, ou aurait été tuée, ou quelque chose de ce genre. Ou elle aurait rencontré un être malfaisant tel que Doug, qui l'aurait poussée à commettre l'irréparable. Bundy n'était pas une tueuse née, mais elle a eu une vie vraiment très difficile, ce qui l'a poussée à faire tout et n'importe quoi pourvu qu'un homme fasse attention à elle. Je doute qu'elle soit devenue une tueuse si elle n'avait pas rencontré Douglas Clark. Carol était clairement une sociopathe, mais elle n'avait pas de tendance homicide jusqu'à ce qu'elle entame cette relation avec Doug Clark et qu'elle ressente ce besoin absolu de lui faire plaisir. Carol Bundy n'était pas une tueuse née, mais c'était une femme faible que Douglas Clark a su manipuler avec brio. Pour Clark, c'est différent. Dès son plus jeune âge, il apparaît comme un garçon très narcissique, qui se sert des autres pour gagner en popularité et pour flatter son ego. Il présentait manifestement une prédisposition ou une inclination à se comporter d'une façon telle qu'il ne créait aucun lien émotionnel avec les autres. Il se comportait avec détachement et la seule personne qui l'intéressait, c'était lui. Pour moi, Douglas Clark était un tueur né, et il ne fait aucun doute qu'il aurait tué tôt ou tard, car ses fantasmes, pour être assouvis, impliquaient obligatoirement des cadavres. En 2003, après 23 années passées derrière les barreaux, Carol Bundy meurt d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Aujourd'hui encore, Doug Clark estime qu'il a été condamné pour des meurtres qu'il n'a pas commis. Doug essaie encore et toujours de convaincre le monde qu'il n'est pas le tueur. Si vous lui demandiez de se décrire, il dirait qu'il est un homme banal avec un travail banal. Il vous dirait aussi que le coupable est fou allié, mais c'est lui le fou. Ce qui est sûr,
c'est que ces crimes laisseront des cicatrices dans la chair des proches des victimes. Janet Murray n'aura jamais la consolation d'offrir un enterrement digne à son époux. On a été obligé de l'incinérer, car malgré des jours entiers de recherche dans les bennes à ordures, les autorités n'ont jamais pu retrouver la tête de mon époux.